Faisons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bienvenue aujourd'hui Marianne, je suis ravie de te recevoir. Alors Marianne, tu fais de la couture, mais aujourd'hui, depuis quelque temps, tu partages sur Instagram de la couture un peu différente de la couture de vêtements. Bienvenue à toi et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Merci pour ton invitation. Je suis très contente de parler patchwork parce que ça va être le sujet du jour avec toi. Super. Donc moi je m'appelle Marianne, je fais de la couture depuis je pense 4-5 ans. En fait, j'ai commencé la couture quand j'ai commencé à travailler. J'avais besoin de réapprendre quelque chose après mes études, d'être à nouveau dans cette position en fait où on apprend des choses, on développe des compétences mais qui soient pas forcément liées au travail. J'avais besoin de créer aussi. Je partais du principe que j'étais nulle avec mes mains. Pendant très longtemps, j'ai testé les bijoux, j'ai testé des trucs, ça a été des échecs totaux. Et je sais pas pourquoi, la couture de vêtements, ça m'a parlé, j'avais envie. Et donc je me suis lancée un peu sur un coup de tête. J'en ai fait beaucoup, notamment après il y a eu le confinement où j'avais beaucoup de temps, où j'en ai fait beaucoup. Le dressing était assez plein et j'ai eu envie d'explorer d'autres horizons. Oui. De sortir aussi du corps comme toile finalement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre rapport au corps quand on coupe des vêtements. Tout à fait. Mais finalement, j'avais envie d'essayer quelque chose avec du tissu qui soit pas lié au corps, mais qu'on puisse utiliser, je sais pas moi, pour rien en fait, parce que c'est beau. Ouais. Et je suis tombée en fait sur le patchwork moderne, notamment sur Instagram, sur des comptes américains. Parce qu'en fait, il y a une grosse communauté patchwork aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, de tous les âges, je précise, aux États-Unis. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur, j'ai commencé à creuser le sujet, et ça a été super intéressant. Et puis, petit à petit, en fait, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je fais plus de patchwork que de couture de vêtements, même si j'en fais toujours parce que ça me plaît et que ça rentre aussi dans une démarche. Enfin, je trouve ça compliqué de revenir à du 100% prêt-à-porter quand on a goûté aux vêtements féminins. Complètement. Donc j'ai du mal à avoir cette démarche-là, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Mais voilà, donc du coup je partage depuis un peu plus d'1 an, ma démarche sur patchwork débutant sur Instagram et puis sur mon site aussi. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le patchwork, je me suis vite rendu compte que la plupart, il y a quelques exceptions, mais la plupart des ressources en fait que je trouvais modernes et qui me parlaient, étaient en anglais. Ouais. Étaient en anglais et créées par des Américaines et un petit peu des Australiennes. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que moi je suis à l'aise en anglais, mais finalement il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas, ou qui vont pas forcément avoir le même réflexe. On y reviendra, mais en plus les termes utilisés en français et en anglais ne sont pas du tout les mêmes. Donc même sur des sites anglo-saxons, si on tape patchwork, on va être déçu. C'est ça. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre un petit peu accessible ça au plus grand nombre, à des personnes comme moi qui veulent découvrir sans forcément y passer tout leur temps, parce que je pense que c'est complémentaire avec la couture de vêtements. Bien sûr. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai lancé Patchwork Débutant l'année dernière. Et voilà. Très bien. Donc on comprend bien comment ça t'est venu. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as évoqué le mot patchwork moderne. Le patchwork, alors moi je connais un petit peu, mais on pense à ces patchwork, à ces étoiles, assez comment dire, classique sur une couverture, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le patchwork moderne par rapport au patchwork j'imagine qu'il y a un patchwork qui n'est pas moderne. Donc est-ce que je vais te laisser utiliser tes mots, les termes pour que justement on puisse en parler après. Alors je vais essayer de définir ce que c'est, sachant que même aux États-Unis où normalement c'est le berceau du patchwork moderne, ils sont pas tout à fait d'accord entre eux. Bon. Tout va bien. Donc voilà, c'est une définition vivante. D'accord, très bien. En fait, il y a eu un essor de ce qu'on peut appeler le patchwork moderne à partir du moment où il y a eu des outils pour faire du graphisme
qui est apparu, et à partir du moment où les gens ont pu partager sur Internet, en fait, leur réalisation. D'accord. Faut revenir un peu sur l'histoire du patchwork, c'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup d'assemblage de patchwork qui se faisait à la main. D'accord. Même si la machine à coudre existait, hein, Oui. mais il y a eu longtemps cette tradition d'assembler à la main, parce que des fois c'est nécessaire pour certaines techniques, Mhm. ou parce que par tradition, par habitude ou par préférence personnelle. D'accord. Effectivement, le patchwork traditionnellement, notamment celui qu'on trouve aux États-Unis, est très codifié, avec des blocs, avec des schémas, avec des étoiles notamment, avec des choses qui sont très traditionnelles. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, Ouais. voire de règles qui peuvent être un peu déstabilisantes pour des personnes qui sont pas forcément dedans, en fait. D'accord. Voilà. Donc, enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en gros, le patchwork, il y a eu beaucoup de on fait comme ça et puis c'est tout. Et en fait, il y a eu un essor avec le partage, avec des nouveaux outils, en fait, pour créer différemment, Mhm. notamment au photographisme, au design. Et donc, en fait, ça a amené des nouvelles personnes à se dire, OK, ben, en fait, on prend les bonnes pratiques, mais il y en a qu'on laisse de côté. On Ouais. prend les designs traditionnels, mais il y en a qu'on va revoir. Par exemple, on va prendre ce design traditionnel et on va en faire une version maxi avec juste un bloc. Ou alors on va en mettre plein de tout petits. Ou alors on va peut-être le faire, par exemple, de façon complètement complètement déstructurée. En fait, c'est vraiment de l'appropriation un petit peu différente de schémas traditionnels. Alors, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une organisation qui s'est créée autour du patchwork moderne, Mhm. qui s'appelle The Modern Guild. C'est la guilde du patchwork moderne. Donc ça, eux, c'est un petit peu les garants, si on veut, de ce qu'est le patchwork moderne ou pas. Donc ça plaît ou pas aussi, un petit peu. Mais ils ont essayé de définir ça avec un certain nombre de règles. D'accord. Pas forcément toutes les énumérer là, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des grandes catégories pour expliquer un petit peu en quoi ça peut être moderne. Donc par exemple, ça va être l'utilisation des espaces blancs. Comment dire, ça va être l'utilisation par exemple en creux des motifs. Donc tu nous expliques qu'il y a eu la création d'une guilde moderne, du kilt moderne, et qui Ouais. ont décidé d'une certaine façon d'exploser en fait ou de revoir tous les codes en les cassant et en se disant que quelque part il y en a plus, en utilisant la base de ce qu'était le patchwork classique et en le revisitant, entre autres grâce à l'utilisation des outils numériques et des outils de graphisme et de... Et des outils même physiques, c'est-à-dire que par exemple maintenant on a des règles pour tout et n'importe quoi. Et ça c'est des nouveaux outils parce qu'en fait avant il y en avait pas. Ça nous paraît évident, mais c'est vrai que ça a contribué aussi à la réalisation de nouvelles formes beaucoup plus simplement. Et On puis, parle on parle de règles physiques, une règle type graduée en fait. Hein. oui, oui, pardon, ouais, de Pas règles de de souci. patchwork, tout à fait. Et avant de continuer, est-ce que tu peux nous définir un bloc, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de kilt, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors un bloc, ça vient du tradition américaine, donc aux États-Unis. En fait, on va avoir un motif. Par exemple, prenons une étoile. D'accord. Une étoile en tissu, en patchwork. Mhm. En fait, par exemple, cette étoile va être représentée dans un carré qui va faire, donc c'est en inch, mais par exemple, qui peut faire un carré de 7 inches, 8 inches, 10, 12, suivant en fait la taille finale que vous voulez au niveau de votre œuvre, et puis aussi en fait le nom que vous voulez en créer. Mhm. Et en fait, ce bloc va être réutilisé plusieurs fois, et c'est ça qui va faire en fait le motif final ça va être le motif final en fait, par exemple, de votre couverture. C'est un Mais assemblage de blocs en fait. ouais, exactement. En fait, c'est très géométrique, le patchwork, surtout le patchwork américain. Mhm. On va vraiment fonctionner par carré, par triangle, enfin, c'est des carrés dans des carrés dans des carrés, en fait. D'accord. Et c'est comme ça vraiment qu'on décompose finalement les motifs. Un motif qui peut paraître très complexe quand on en a plein. En fait, il y a un effet de nombre qui fait qu'on voit des motifs qui s'entremêlent. En fait, quand on découpe petit à petit, souvent c'est des carrés dans des carrés dans des carrés. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire des motifs beaucoup plus complexes avec le patchwork. Alors, il y a aussi tout à fait la possibilité de ne pas utiliser de blocs. Ça, c'est une des caractéristiques aussi du patchwork moderne. Mhm. C'est-à-dire que on considère que la couverture, par exemple, pour reprendre mon exemple, c'est ça le bloc. D'accord. Et on crée le design sur ce modèle-là, sans avoir un modèle
de grille, en fait, on peut appeler ça un modèle de grille, par exemple, Mhm. avec plein de blocs. Alors après, on n'est pas obligé d'utiliser toujours le même, ça peut varier. Enfin après voilà, il y a plein de motifs et de plein de variantes disponibles, mais voilà pour ce qui est un bloc. Très bien. Très bien, très bien. Et alors, on reviendra au patchwork moderne qui est le sujet qui nous intéresse avec toi, mais j'aimerais qu'on en profite pour faire un petit saut dans le temps et revenir un petit peu à l'histoire du patchwork pour comprendre un petit peu d'où ça vient et quel est le chemin de cet art en fait, de cet art du fil. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Tout à fait. Euh, alors, en fait, le patchwork tel qu'on l'appelle en France, c'est toute la pratique. On va juste faire un petit point de mots parce que ça, Parfait. enfin, voilà, c'est pas, Un ça, point vocabulaire. petit point vocabulaire parce que Allons-y. c'est une petite nuance. Et sinon après, moi, je vais m'en mêler les pinceaux. Vas-y, vas-y. En fait, en gros, donc ce qu'on appelle patchwork en France, c'est toute la pratique. Très C'est-à-dire bien. que qu'on assemble ensemble trois bouts de tissu jusqu'à faire une couverture matelassée en entier. Très bien. Donc ça, c'est en France. Aux États-Unis et dans tous les pays anglo-saxons, on va appeler ça quilt ou quilting pour parler de l'action. C'est-à-dire, enfin même quilting et quilt, c'est l'élément fini en fait. D'accord. Car eux, ils mettent l'accent sur le fait que ce soit trois couches matelassées. Très bien. Et en fait, au sein de ces trois couches matelassées, ça peut être fait en patchwork ou pas. Tout à fait. Donc voilà, il y a une petite nuance là-dessus. Donc c'est pour ça que si vous cherchez patchwork sur des sites anglo-saxons, vous trouverez beaucoup moins de choses que si vous cherchez quilting, par exemple, parce que en fait le terme de base est différent. Et donc quilting, donc les trois couches, il y a une première couche qui est, si on parle par exemple d'une couverture, ça va être la partie patchwork, la partie travaillée avec les morceaux de tissu. Ensuite, on a une couche de matelassage, enfin Ouais, de de bat, molleton, voilà, je l'avais en anglais, de batting, de ouais. batting, voilà, de molleton. Et ensuite, on a un tissu souvent un métrage entier en fait, non travaillé en fait. Oui, c'est Et ça. ensuite, on va faire du matelassage, c'est-à-dire des points de couture à la main ou à la machine, soit, enfin, qui sont pas forcément des points d'assemblage, mais qui sont des points pour dessiner un motif en plus sur ces trois pièces. Donc, soit un motif assez classique, ça va être des rayures qui sont parallèles, ou alors un quadrillage, mais ça peut être, il y a ce qu'on appelle du quilting libre aussi, où vraiment on va essayer de dessiner plein de choses avec des machines soit à la main, soit avec votre machine, et je vous dis bon courage parce que j'en ai déjà fait, soit après il y a des superbes machines de compétition qui font des trucs de folie, et vous trouvez aussi des vidéos sur Insta, et c'est assez hypnotisant, bluffant. C'est assez satisfaisant à observer. Ouais, je C'est suis ça. d'accord avec toi. On m'en envoie beaucoup, j'aime beaucoup recevoir ce type de vidéos. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et justement pour compléter, donc, et c'est là que je vais faire mon lien avec le point histoire. Vas-y. En fait, le matelassage, c'est une très jolie décoration, c'est-à-dire que ça vient mettre du relief, ça vient mettre en valeur votre motif en patchwork, Oui. qui va être sur le dessus de la couverture, si on continue sur notre couverture. Mais historiquement, ça a aussi une importance, c'est-à-dire que ce molleton au milieu, il servait notamment à rigidifier des tissus. Donc par exemple, on retrouve des tissus matelassés sur les tenues des chevaliers, par exemple. Oui. Ça servait aussi à épaissir un tissu, donc en termes de protection. Ça servait également à maintenir du molleton, à maintenir en fait des couches de chaleur. Tout à fait. Donc en fait, le quilting est venu avant le patchwork finalement, historiquement. On Mhm. retrouve en fait des tissus matelassés partout dans le monde pour les raisons que j'ai évoquées, qui évoquent notamment la survie. C'est ça. C'était un petit peu la base. Exactement, avoir chaud et ne pas se faire tuer. Bon, allez. Euh, voilà, hein, des petites choses. Mais en fait, après, ça a aussi pris une tournure décorative, comme souvent. Et donc, c'est venu donner de la structure à des vêtements, c'est venu donner de l'embellissement. Mhm. Parce que l'attassage à la main, c'est très joli, on peut faire plein de formes différentes, on peut ajouter de la broderie, enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et donc, il y a toute cette partie quilting qui est arrivée avant. Donc, quand je dis avant, je parle des Égyptiens. Tout à On, fait. on retrouve déjà en fait du matelassage chez les Égyptiens pendant le Moyen Âge. Enfin, bon, je vous fais pas toute la frise, mais c'est une pratique en fait qu'on a retrouvée partout dans le monde finalement. Enfin voilà.
C'est Où on a assez utilisé des tissus, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et après, en fait, cette pratique, elle est venue aussi, comment dire, s'enrichir finalement avec les nouvelles, le commerce de tissus et en fait la création de nouveaux types de tissus. Je pense notamment aux indiennes qui venaient d'Inde, qui étaient importées par les Anglais. Je pense que c'était les premiers tissus vraiment à impression de grande ampleur qu'on a eu en Europe. Donc c'est des tissus souvent en coton qui sont imprimés avec des blocs de bois qui font des empreintes en fait Voilà. sur le tissu. Parce qu'avant, traditionnellement, les tissus étaient plutôt unis et on venait les embellir en fait à la main avec tout un tas de techniques. Et donc le patchwork à la main existait déjà avec des tissus unis, notamment, bon, je pense à l'Europe, mais il y en a vraiment partout. Mais notamment, je pense à la Hollande et à l'Angleterre. En France, il y a le bouti, qui est en fait la version française du quilting et du patchwork finalement. Tout à fait, qu'on retrouve en Provence beaucoup. Oui, absolument. Et donc en fait, il y a eu ces tissus indiens en coton qui sont venus d'Inde, et ça a été les premiers tissus imprimés que les personnes riches en Europe ont pu se procurer. Et donc là a commencé en fait le patchwork de façon avec des tissus imprimés. D'accord. Et c'est marrant parce que j'étais avec une copine qui était historienne de formation le week-end dernier, et on a commencé à chercher en fait des traces de trucs, enfin bon, les lubies des fois qui nous prennent. Et on a retrouvé en fait une revue de mode qui datait je sais pas, de Louis XIV, je crois, enfin dans ces eaux-là. Ouais. Et en fait, il disait que les femmes collectionnaient en fait auprès des tailleurs et des modistes les bouts de tissu qui venaient de personnes connues, et qu'après, en fait, elles se faisaient des accessoires en patchwork et elles notaient à qui appartenaient les tissus, par exemple la marquise de machin ou le comte de truc, quoi. Et en fait, c'est drôle de se dire que déjà à l'époque, on était fans d'eux et qu'on récupérait les miettes. Exactement, et que ça servait à ça. Et après, elles mettaient ça dans leur salon. Elles étaient trop contentes de dire que elles avaient un bout de la robe de la reine de machin qu'elles avaient réussi à avoir auprès d'un tailleur, quoi. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite interlude. C'est Perrine de Auguste et Septembre qui a fait des capsules thématiques et historiques et très intéressantes, et qui a d'ailleurs fait une capsule sur les tissus indiennes justement il n'y a pas très longtemps. Et donc vous pourrez aller la voir et regarder son compte et voir à chaque fois plein de choses sur les tissus passionnantes à découvrir comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ces capsules, c'est vrai j'apprends toujours des choses, c'est intéressant. Exactement. Donc c'est la période en fait où ils ont commencé à utiliser des tissus imprimés. Ouais, exactement. Bon, après voilà, je vais pas refaire tout le film, mais c'est vrai que globalement, donc l'Europe a eu ces techniques qui ont été notamment anglaises, qui ont été développées, mais en fait c'était pas que chez les riches, parce qu'en fait il y a aussi ce côté économie de tissu qu'on retrouve beaucoup. Donc dans les foyers plus modestes, on réutilisait, on allait chercher. C'était aussi un moyen pour les femmes de se rassembler, qui n'était pas l'église. Oui. Et de faire des choses ensemble, de discuter, de prendre le café, de parler. Enfin, il y avait un aspect très communautaire en fait à ça. Et il faut savoir que en anglais, patch ça veut dire raccommoder, enfin réparer. Enfin c'est poser dessus. Enfin et work c'est le travail. Donc le travail de l'assemblage des petites pièces raccommodées, quoi. Ouais, absolument. Et donc il y avait vraiment un côté communautaire et convivial en fait. Dans un village par exemple, ils se réunissaient, ils venaient tous avec leurs petits bouts de tissu, peut-être en une après-midi ou une journée, ils faisaient une couverture. Par exemple pour des mariages. Enfin, il y avait vraiment un côté célébratif. Je sais pas si ça se dit célébratif, mais de célébration en tout cas, qui était vraiment ancré en fait dans le quotidien. Donc c'est ça que moi je trouve, enfin l'histoire des tissus, je trouve ça hyper intéressant, notamment avec le patchwork, parce qu'on voit aussi les rapports de force. Enfin, il y a aussi des choses qui sont liées forcément à l'industrie du tissu, parce que quand on trouve du tissu, on a le choix, mais quand on n'en trouve pas, on développe d'autres techniques. Tout à fait. Je pense notamment, alors je suis pas une experte, j'ai lu ça il y a longtemps, mais je pense notamment au Japon, où quand ils se sont en fait refermés, ils ont dû trouver d'autres techniques finalement. Pour résister à l'hiver, parce qu'il fait froid au nord du Japon. C'est ça. Et puis pour embellir leurs vêtements. Et donc par exemple, c'est là qu'est né le sashiko, la broderie sashiko,
elle a été utilisée pour embellir, mais aussi pour tenir en fait du molleton, pour faire les habits des samouraïs, pour tenir l'hiver aussi, parce qu'il faisait froid, etc., etc. Donc en fait, on voit que c'est des techniques qui sont nées de la nécessité autant que de la volonté de chercher des jolies choses en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le patchwork. Ça lie vraiment les deux en fait. Et pour information, donc le sashiko, alors aujourd'hui on le voit surtout du tissu bleu, alors je suis pas assez experte pour savoir si à la base c'était du tissu bleu indigo, mais on le voit beaucoup avec, alors c'est un coton particulier, un fil de coton assez épais, et il y a tout un jeu de géométrie en fait. Les lignes faites, enfin c'est donc un tissu bleu souvent, avec des broderies à la main, avec un tissu, enfin avec un fil de coton assez épais particulier, qui dessine un dessin géométrique. Et pour le coup, là, enfin en tout cas moi ce que j'en connais, c'est il y a vraiment un travail à la main, quoi. Ouais, exactement. Et si, l'indigo, en fait, c'est lié au fait que le gouvernement japonais, en fait, avait donc proscrit l'importation de tissus pendant très longtemps. Et donc, je crois qu'ils avaient de l'indigo sous la main. Et donc, bah, du coup, ils ont fait 50 nuances d'indigo pour teindre, pour trouver des nuances, enfin, c'était vraiment, en fait, C'était leur couleur. coloris à disposition. Ouais, d'accord. Bah écoute, génial, merci pour ce complément d'information. Bah, de rien. On me sort plus riche aujourd'hui. Donc voilà, oui, mais c'est vrai que toutes ces techniques sur le fil sont très liées à l'histoire de l'industrie et aussi à l'histoire des sociétés et aussi l'organisation de la société. Ce que tu disais, hein, le fait de se rassembler hors de l'église, qui était entre guillemets le seul espace, se rassembler pour filer son fil, pour filer sa laine, pour réparer ses vêtements, c'était un petit peu le moment où on se posait dans la journée au coin du feu, à la fin de la journée, ou préparer un trousseau, c'était aussi quelque chose qui était très important et qui prenait énormément de temps, mais qui était aussi un temps de rassemblement. Et tout l'amour et tous les symboles qu'on pouvait mettre dans toutes ces créations, en fait. Absolument. Et avec un gros volet aussi de transmission, forcément. Forcément. De transmission et de continuité, d'héritage. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis maintenant. Je pense qu'il y a un retour un petit peu de certaines valeurs traditionnelles qu'on voit aussi en France, mais dans le sens où on commence à faire attention à des objets qui durent. Oui. On parle de quilts héritage en fait, qui sont vraiment des quilts qu'on va garder dans le temps, qu'on a envie de transmettre, dont on prend soin. Et donc qui sont souvent fabriqués aussi avec des matériaux qui sont un petit peu plus solides, ou en tout cas avec des techniques un petit peu plus solides aussi. On n'est pas forcément dans le quilt de consommation, enfin les deux en fait se côtoient. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire les deux, quoi. On peut faire du patchwork parce qu'on a envie de se faire un sac qui va nous durer peut-être 2 ans, ou de faire une couverture géante pour le mariage de ses enfants. Et finalement, exactement. C'est à peu près les mêmes techniques et voilà, et finalement c'est chouette, quoi. Et pourquoi est-ce que donc on voit bien que tout le développement du tissu et des filatures, etc., ça s'est fait. Il y a eu des choses en Occident, mais il y a aussi eu beaucoup de choses en Orient et aussi, surtout le développement des filatures en Europe, etc. Pourquoi quel est le chemin pour qu'aujourd'hui, dans nos esprits collectifs, le patchwork soit très très lié à l'histoire américaine ou en tout cas, c'est que ça soit hyper lié au folklore américain? Eh bien, c'est via les Anglais, bien sûr. Merci à eux. Ils ont fait plein de choses et notamment ils sont allés voir du côté des États-Unis. Donc en fait, avant la guerre d'indépendance, donc il y a eu un certain nombre de colons qui sont arrivés aux États-Unis par l'Angleterre. Donc en fait, ils ont importé ces techniques de patchwork, notamment manuelles au départ, aux États-Unis. Il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps qui était super intéressant, c'est que en fait, avant que les États-Unis deviennent une super production de coton, en fait, les savoir-faire étaient assez rares et pendant longtemps, les Anglais ont refusé à des personnes qui savaient comment filer la laine, faire des plantations de coton, etc., d'aller en fait aux États-Unis pour pas qu'ils aient trop ce savoir-faire, qu'ils soient en fait dépendants des Anglais pour filer la laine notamment et pour faire du tissu. D'accord. Donc en fait le tissu, alors ça a pas duré
très très longtemps, mais assez pour que du coup, il y ait vraiment ce côté économie qui soit mis en place, parce qu'en fait, importer du tissu, ça coûtait cher. Il y en avait pas beaucoup à disposition aux États-Unis, et donc ça a été vraiment... je pense que le patchwork américain est vraiment né de ça aussi. C'est-à-dire le côté, ok, on essaye de se débrouiller avec ce qu'on a, parce que de toute façon, on peut pas vraiment en importer, et, et puis on fait des motifs, etc., etc. Donc ça vient déjà de là, et ensuite après évidemment, quand il y a autant de tissus à profusion et autant de population, en fait, après les loisirs se développent et puis les pratiques se développent. Je pense aussi que c'est parce que c'est une pratique et un art qui a été très très populaire depuis longtemps. Il y a une histoire. En fait, le patchwork et le quilting s'inscrivent dans l'histoire des États-Unis depuis un certain temps. Ils sont assez fiers d'en parler, il y a beaucoup de ressources sur le sujet. Il y a même des historiens du quilting aux États-Unis. Ouais. Et donc, c'est une pratique qui était tellement inscrite en fait dans le quotidien que, comme tout objet du quotidien, en fait, c'est lié à l'histoire. Donc, par exemple, il y a des blocs. La plupart des blocs en fait qui ont été inventés aux États-Unis portent le nom, voire portent plein de noms, parce qu'en fait, suivant les régions, ils donnaient leur nom à eux parce qu'ils pensaient qu'ils les avaient inventés. Alors qu'en fait, à l'autre bout du pays, il y avait une autre ville où il y avait exactement le même bloc. Mais par exemple, il y a l'étoile de Massachusetts, il y a l'étoile de l'Ohio. Enfin voilà, c'est vraiment lié aussi à l'histoire du pays. D'accord. Donc voilà, il y a une approche et une attache très forte à ça. Donc c'est eux qui ont inventé les blocs, comme on disait tout à l'heure. Et comment ça se passe? Parce que les Anglais qui sont arrivés aux États-Unis, c'est quand même de la colonisation, hein. Voilà. Et donc après la guerre de sécession, ça a été le Nord contre le Sud. L'enjeu principal, c'était l'esclavage. Est-ce que aujourd'hui, quelle est la place de la communauté noire au niveau du quilting, justement? Ça fait débat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui ont été remises à jour, notamment via des historiens du patchwork. Il y a des musées du patchwork aux États-Unis. On sait que les esclaves, en fait, le soir, faisaient du patchwork, c'est-à-dire qu'ils gardaient en fait cette pratique finalement. Tout à fait. De façon vraiment là, économie, mais dans une optique de transmission et de survie, comme je disais au début. Oui, dès que ça devient compliqué, ça revient au centre en fait. Exactement, c'était des moments pareil de partage, de transmission. Il y a des communautés, je pense notamment à Gee's Bend aux États-Unis, qui sont connues pour ça, c'est-à-dire que l'histoire de Gee's Bend, alors je la connais pas très très bien, mais je sais que c'est un exemple qui est très connu. C'est une communauté vraiment de femmes noires qui sont devenues expertes dans l'art du patchwork, je dirais, et surtout dans elles ont développé un style très particulier en fait qui est vraiment fondé sur la transmission, où là pour le coup il y a presque pas de bloc, c'est vraiment de l'improvisation, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Et par exemple cette communauté de femmes est très respectée et a une place dans le patchwork américain à l'heure actuelle. D'accord. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus controversées. Je pense notamment aux significations. Alors on aime bien voir un peu des symboles, des mystiques, etc. C'est humain. Ouais. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont moins vraies. Je pense à Barbara Brackman, qui est une historienne américaine qui a fait plusieurs livres sur le sujet, et c'est très intéressant, où elle rétablit un peu les faits entre est-ce que, par exemple, les kilts étaient utilisés avec des symboles pour indiquer aux esclaves la route du Nord. Ouais. Oui et non. Il y a pas, enfin voilà, ça fait un petit peu débat. Tout n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont utilisées. Après, il y a des choses qui sont interprétées. Certains vous diront que oui, absolument. Et quand on creuse, il y a rien d'écrit en fait. Donc c'est ça qui est compliqué. Oui. Et c'est encore plus compliqué avec la communauté noire à l'époque qui était beaucoup moins instruite en fait que la communauté blanche, qui avait beaucoup moins de droits, donc beaucoup moins de traces quoi. Absolument, c'était principalement oral. Et il y a aussi le fait que le coton c'est pas du plastique, c'est-à-dire qu'il y a un moment ça se détruit. Ouais. Et donc si c'est pas conservé dans de bonnes conditions, c'est très compliqué en fait de retrouver des traces de traces de quilt de certaines époques.
on en retrouve parce que c'était utilisé dans des rites funéraires, des choses comme ça. Mais si ça n'a pas été bien conservé chez des gens, bon, bah, en fait, ça disparaît, quoi. Ouais. Mais bon, donc ça veut quand même dire que ça s'est développé, enfin ça fait partie intégrante justement du folklore américain, mais finalement au départ par les blancs colonialistes, mais petit à petit ça s'est répandu à tous les niveaux de la population en fait. Chacun l'a pris et chacun l'a influencé avec son histoire en fait. Oui, tout à fait. Notamment grâce à son côté utilitaire. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas qu'une pratique culturelle, c'est aussi très pratique. Et c'est aussi très fédérateur finalement. Ouais. Sur les loisirs de femmes, notamment, enfin principalement entre femmes, bien que des hommes font aussi du patchwork. Ouais. Ça aussi, c'est pas accepté par tout le monde, mais si. Je pense notamment à des militaires. En fait, les militaires, pareil, pour des raisons de survie ou d'ennui, il y a des traces de militaires américains, notamment, qui ont fait des œuvres en patchwork. Il y a des traces jusqu'en France de jeunes hommes homosexuels qui ont fait du patchwork aussi. D'accord. Donc ça touche un peu toutes les communautés. Je dirais que une des forces du patchwork, c'est aussi d'accueillir tout le monde, même si on dirait pas comme ça, mais en fait, toutes les minorités, alors je m'avance peut-être un petit peu comme ça, mais on retrouve en fait tout le monde, enfin plein de minorités qui ont fait du patchwork finalement, et c'est pas que une pratique de redneck américain blanc, si je peux me permettre. Je t'en prie. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est aussi ça la force qui fait que ça place dans l'histoire américaine, enfin en tout cas symboliquement sur sa représentation aux US, quoi. Ouais, tout à fait. Après, ça reste compliqué parce que c'est quand même très lié aux plantations de coton. Hein. Ah ben oui. Donc là où il y a du tissu, il y a du coton, il y a des esclaves, mais il y a du patchwork. Donc Et des deux côtés en fait, du côté ouais, esclave comme du côté propriétaire d'esclaves en fait. absolument, ouais. Avec sûrement pas le même folklore ou les mêmes blocs ou la même type de création en fait. Oui, bah oui. Oui, et puis du coup, pas les mêmes enjeux au niveau des vérités, des faits historiques, etc. Enfin, voilà. C'est pour ça que c'est un sujet compliqué. Je sais que j'ai prévu de m'acheter le livre de Barbara Brackman qui fait un gros travail de documentation là-dessus, Ouais. mais je l'ai pas lu. Donc c'est pour ça que voilà, je m'avance pas plus que ça parce que je n'ai pas connaissance de faits plus précis par rapport à ça. Bon, eh ben ça vaudrait le coup de se pencher sur le sujet à l'occasion, Ouais, si vous êtes complètement. curieux de tout ça et de l'implication, je pense que en effet de tous les arts du fil dans le développement de nos sociétés, c'est vrai que c'est passionnant. Donc il y a eu donc le patchwork s'est développé. Le principe des blocs et des petites pièces, en fait, c'était au départ sûrement pour des questions on prend ce qu'on a, donc c'est forcément des petits morceaux, contrairement au kilt moderne aujourd'hui, où qui peut être sur des énormes morceaux de tissu, parce que on a plus facilement, le tissu il est à disposition, contrairement à des périodes où on faisait avec des tout petits bouts qui restaient, où on prenait un vêtement abîmé puis on essayait de refaire quelque chose avec les morceaux. Et puis ça permet aussi, je pense, les blocs avec des petites pièces de se mettre à travailler à plusieurs sur une même pièce, alors qu'aujourd'hui on n'est plus seul souvent, on fait son patchwork, il y a sûrement des groupes qui travaillent ensemble, mais c'est vrai que c'est Ouais, plus il y a un... des... Pardon. Non, je t'en prie. Ouais, il y a des clubs de patchwork, il y en a en France. Moi, je fais partie, par exemple, de France Patchwork. Je pense que c'est la plus grosse association de patchwork en France, qui existe depuis très longtemps. Et donc, il y a des délégations par département. Ouais. Et alors, la moyenne d'âge est assez élevée. Je pense que je suis la seule personne en dessous de, on va dire 45 ans, mais je pense que je peux monter un petit peu plus. Ouais. Euh, Donc tu as et moins de 45 ans, hein, mais voilà, que... Voilà. je pense que je suis toute seule. Mais c'est super, enfin c'est top, c'est un vecteur d'intégration aussi qui est très fort même de nos jours en fait. De par exemple de femmes qui ont suivi leur mari dans une région, qui connaissaient personne, qui ont adhéré à ça et qui ont rencontré leurs amis. Ouais. Et donc Parce- aujourd'hui en France, France Patchwork, il y a des associations locales, donc tu adhères au niveau national et après il y a des rencontres locales, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord, donc toi tu vas à la rencontre locale de temps en temps à côté de chez toi.
Ouais, exactement. C'est une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. D'accord. Il y a une revue aussi qui est éditée avec des patrons, des reportages, enfin voilà. C'est très riche en termes d'histoire du patchwork parce que finalement, c'est beaucoup de choses qu'on va pas retrouver facilement sur Internet. Enfin, en termes de transmission, c'est super. Oui, parce que vu que la moyenne d'âge est souvent plus âgée, il y a une transmission qui est différente de celle de nous jeunes modernes. Absolument. Et oui, parce que quand on cherche des informations avec nos réflexes à nous, bah, moi j'ai pas trouvé grand-chose, donc je me suis dit, bon, on va chercher autre chose. Et aller voir France Patchwork, ça a été une de ces démarches, ouais. Et notamment, justement, pour revenir à ce que tu disais, les projets de France Patchwork sont beaucoup faits à la main, en tout cas avec des parties à la main, Ouais. lors des rencontres, en tout cas. Après, chez elles, elles ont toutes des machines, je pense. Mais aussi parce que, il y a tout ce côté communauté, on fait ensemble, en fait. Et la couture à la main reste le moyen le plus simple d'amener son ouvrage, et puis on fait ensemble, comme le tricot et la broderie. Exactement, c'est ce que j'allais dire, le tricoté ou le thé broderie, et forcément c'est un peu le souci entre guillemets quand on fait des rencontres couture, il faut s'armer de sa brouette, avec dedans tout son matériel, c'est plus compliqué quoi. Bah justement, et ben avec le patchwork, il y a moyen de faire ça. Eh, Avec on les va la lancer le revival des réunions patchwork. ouais. Bon bah je veux bien, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais, non, mais avec des appliqués à l'aiguille, avec de la technique anglaise aussi, avec du papier, il y a moyen de faire des jolies choses qui sont pas forcément vieillottes, hein. Mais de faire ça à la main, ouais, c'est assez complémentaire. Moi par exemple, j'avais horreur de la couture à la main quand je faisais mes vêtements. Ouais. Plus intensément, on va dire. Dès qu'il y avait de la couture à la main, si je pouvais esquiver le sujet, je le faisais. Mhm. Et en fait, via le patchwork, via l'appliqué notamment, j'ai pris plaisir à coudre à la main. Et maintenant, c'est un truc, ok, ouais. Je comprends plus l'intérêt, c'est plutôt complémentaire. Ça, ça permet de faire autre chose que d'être face à sa machine ou en train de couper du tissu, quoi. Ouais. Et donc aux États-Unis, donc il y a eu la guerre de sécession, ensuite 1900, 1950, les guerres. Euh, comment est arrivé le patchwork moderne en fait là-dedans? Ah bah, ça a infusé lentement. Euh, comme je t'expliquais au début, ça a été notamment lié à Internet aussi. Ouais. Ça a été lié aussi à un meilleur accès au tissu, Mhm. au fait de partager. Quand on partage, quand on voit les créations des autres, finalement, on est beaucoup plus inspiré sur ce qui se passe ailleurs. Ouais. Je pense à l'époque même des blogs qui étaient il y a pas si longtemps que ça. Bah non, quand Euh, même. Ah non, mais clairement, voilà. Mais parce que le patchwork moderne, en fait, à l'échelle qu'on en a maintenant, c'est quand même relativement récent. Bien Par sûr. exemple, je pense que si je parle avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, on va pas entendre la même chose avec patchwork moderne. Parce qu'il y a eu une évolution qui a été très rapide en peu de temps, en fait. Ouais. Pour certaines, le patchwork moderne, c'est le fait de coudre son patchwork à la machine. D'accord. Voilà. Pourtant, on se balade plus en calèche. Mais voilà. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste que, Oui, oui. bon, chacun met Son son moderne à sa curseur, façon. voilà, où il pense que c'est nouveau pour lui, quoi. Et donc, par exemple, j'ai des dames qui me disent, ah, mais vous faites ça à la machine? Oui. Parce qu'elles sont habituées à des sacs de femmes où on fait ça à la main, parce qu'elles ont vu leur mère faire à la main. Enfin voilà, ça s'explique par plein de raisons. D'accord. Et donc moi, le patchwork moderne tel que je l'entends maintenant, c'est vraiment quelque chose où les blocs sont un outil, mais plus une finalité, par exemple. D'accord. Donc les blocs aux États-Unis peuvent être, enfin les blocs tels qu'ils ont été inventés par les Américains peuvent être super utiles en fait pour construire un design. Ça peut être c'est très utile aussi pour expliquer un Ouais. design. C'est-à-dire que on prend un bloc, on le multiplie par 12 et puis tac, on a une couverture. En Tout à soi, fait. il y a une logique en fait qui est très mathématique en fait dans le patchwork. Oui. Je pense aussi, alors là je diverge complètement, Vas-y, je t'en prie. mais je pense à ça. Il y a beaucoup depuis, je dirais 10 ans, je pense, de femmes qui ont lancé un business dans le patchwork aux États-Unis, alors Oui. que ce soit principalement de la création de patrons, mais pas que, Mhm. qui sont des anciennes ingénieures. D'accord. Qui étaient par exemple, enfin parce que j'aime bien m'intéresser à comment elles en sont arrivées là, tu Oui. vois, des personnes qui ont construit vraiment des business là-dedans. Et c'est intéressant de voir que t'en as qui étaient ingénieurs logiciels, t'en as
qui étaient ingénieurs voirie, enfin en fait qui ont vraiment des parcours très très scientifiques. Ouais. Et qui sont arrivés en fait dans la création et dans la couture via le patchwork, grâce à cette approche en fait très mathématique et très géométrique. D'accord. Ouais. Très technique, quoi. Ouais, voilà. Alors quand on fait de la conception, on la voit très vite. Après, quand on n'en fait pas, on peut laisser aller beaucoup plus facilement à de l'impro. Enfin voilà, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout une obligation, mais ça fait partie. Ça fait partie du patchwork aussi. Bah oui, Mais parce qu'il y a tout. On part, oui, enfin comme on peut le voir sur ton compte et quand on réfléchit patchwork, comme tu disais tout à l'heure, il y a des carrés, des triangles, des ronds, des arrondis, des choses comme ça. Et vraiment, on part sur des figures géométriques qu'on va assembler les unes les autres et en assemblant des formes géométriques, on va créer un motif. Donc forcément, il y a toute une espèce de, pas en 3D, mais justement en 2D, un assemblage des jeux avec les lignes, avec les formes, avec réutiliser les tissus, les clairs, les foncés, enfin faire tout ça, quoi. Ouais, absolument. Je pense, enfin, je repense à ta question d'origine parce on a divergé par rapport à ça. Mais tu vois, je recherchais la date, la Modern Quilt Guide, donc Ouais. l'organisation de la MQG pour les intimes. Ça date de 2009. D'accord. Donc oui, ça fait... Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Ça Ça fait fait vraiment 14 ans. exactement. Pour un art qui est aussi ancien, voilà. Donc c'est pour ça que vraiment, je pense qu'ils ont encore des soucis en fait à définir ça, mais ce qui est normal parce que c'est un art. Donc après, les définitions, on en fait ce qu'on en veut. Enfin, plus ou moins, mais ça bouge en tout cas. Oui, bien sûr. Il y a une question de perception qui est importante. Et donc ils organisent la KiltCon, qui est la Quilting Convention aux États-Unis. Donc chaque année, en fait, c'est un festival de patchwork moderne. Donc plein de participants envoient avant la deadline chaque année des œuvres. Il y a Ouais. des thèmes, il y a des catégories, et, et un jury va décider de garder ou pas. Enfin, il y a une sélection qui est faite. Et ensuite, il y a cette exposition avec une remise de prix. Et vraiment, en fait, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est que le patchwork moderne, allez voir leur palmarès parce que ça permet vraiment de voir un peu tous les possibles. C'est-à-dire qu'il y a de la couture à la main, il y a de la couture à la machine, il y a un accent qui est mis sur le quilting, des fois il y a des thèmes avec des couleurs. Il y a plein de catégories et ça permet vraiment d'en prendre plein les yeux parce que c'est magnifique. Et ensuite de voir un peu le champ des possibles. Je triche, je suis allée voir en même temps. Ouais. Euh, moi, j'ai un fils qui est fan des pixels et c'est vrai que Ah, tout ce travail des pixels, que ce soit, alors si on pense à nos enfants, les perles à écraser, toutes ces choses-là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en fait. On pense par exemple, je suis pas très, je me souviens pas, je sais pas si c'est un nom, quand vous avez une photo qui est composée de multiples mini-photos. Il y a aussi, on est vraiment dans ce graphisme-là, en fait. Ce travail-là, je trouve. oui, 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 tout à fait. On peut faire du pixel art en patchwork, complètement. Enfin, c'est un peu le même esprit, en fait, de jouer avec les couleurs, les formes, les petites pièces pour, en recul, avoir une grande pièce. Mm. Ah il y a clairement une influence, et je pense que ça aussi, c'est venu avec l'influence du design graphique, Tout à fait. avec des outils modernes, avec le type, enfin, la suite Adobe, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a eu vraiment aussi une vision et un travail de la couleur qui est très différent de quand on coud ses vêtements pour soi. Et enfin, moi, que j'ai trouvé très différent au niveau de l'approche et que j'ai trouvé super intéressant, c'est-à-dire que soudain, on commence à mettre le nez dans la théorie des couleurs. Tout à fait. On commence à mettre le nez dans des choses en disant, ok, donc là, je vais trier toutes mes chutes par couleur. Ok, c'est pas juste pour faire joli. C'est pas juste parce qu'on se dit tiens il me faut du noir, la boîte de noir elle est là. C'est aussi parce que ça permet de faire des choses monochromes ou pas, ça permet d'associer beaucoup plus facilement, beaucoup plus visuellement. Et c'est vrai qu'on joue avec les couleurs différemment, ce qui est super intéressant et assez libérateur en fait. Moi je sais que par exemple j'ai jamais fait de dessin Ouais. parce que j'étais nulle de mes mains, faut s'en rappeler. C'est Ouais. maté, On avait oublié. exactement. Et bon après je suis toujours nulle en dessin, ça c'est sûr. Mais du coup Et je c'est m'étais comme le dit, reste, hein, il suffit de s'y mettre. Hein. ouais, non, mais complètement. J'imagine. Tu as les idées reçues, hein. Ah oui, Voilà. non, mais clairement, enfin, là, j'en rigole parce que je sais que, enfin, n'importe qui peut faire du patchwork à partir du moment où, même sans machine à coudre, vous pouvez le faire, du coup. Ouais. Donc, non, non, c'est accessible. Après, c'est comme tout, je te rejoins tout à fait, il faut de la pratique, quoi.
Et c'est vrai que moi, je m'étais jamais vraiment intéressée aux couleurs telles qu'elles étaient vraiment utilisées, Ouais. autre que d'un point de vue, on va dire, marketing à cause de mon travail. Mais sinon, en fait, enfin ouais, je travaillais pas trop ça et tout. Et en fait, on rentre vraiment là-dedans et on se prend au jeu finalement. Et après, ça devient un challenge de se dire, ok, comment, par exemple, je sais pas, j'ai jamais utilisé de violet, comment je peux faire une palette et utiliser cette couleur-là que je travaille jamais d'habitude. Ouais. Et les résultats sont super intéressants généralement. Et puis en plus, comme on n'est pas sur un vêtement, il n'y a pas forcément l'idée de quelque chose qu'on va porter. Donc on peut jouer autrement avec les couleurs que en se disant est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce qu'elle me va? Est-ce qu'elle me va pas en fait? On se détache complètement de ça. Absolument. Et moi, ça a été assez libérateur pour le coup, de sortir vraiment de ce schéma, effectivement, comme tu le dis très bien, de ses goûts à soi et de quelles couleurs nous vont, de nos habitudes. Ah oui, mais ma garde-robe, j'essaie de faire des choses qui vont ensemble, donc je peux pas coûter cette couleur. Ouais. En fait, là, on s'en fiche, c'est-à-dire que la seule limite, c'est l'imagination. Ouais. Mais carrément. Et moi, c'est ce que je te disais quand on a pris contact. Moi, j'ai souvenir. En fait, j'étais en CM2 et on avait fait un projet de classe où, en fait, ensemble, alors ça reste assez flou, mais je pense que c'était à la main, on avait reproduit en fait un tableau de Delaunay, qui est tout un travail de couleurs justement, avec des Mhm. formes géométriques assez inégales en fait. C'est pas un très. On est très loin du bloc là pour le coup, on est plutôt sur du quilting moderne. Donc CM2, je pense qu'on peut dire qu'on était en 90. Donc comme quoi, hein, voilà. Mais oui, et c'était un travail sur la couleur, sur les formes, sur l'assemblage et un projet collectif. Donc on était vraiment là-dessus aussi, quoi. Trop bien. Je me permets juste d'apporter une précision. Vas-y. Euh, le, Dans le patchwork traditionnel, il y a aussi du patchwork figuratif. Ouais. C'est-à-dire réaliser une photo en tissu. C'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup dans le patchwork traditionnel. Ouais. Ça fait aussi partie du patchwork traditionnel. Et là, c'est super intéressant parce que on touche à la peinture, en fait. Exactement. On touche à des techniques et du choix de couleurs et même de teinture de tissu, des fois, qui touchent vraiment à la peinture. Et c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas, mais j'aimerais bien faire un stage. Je sais que notamment en France Patchwork, on fait de temps en temps. Ouais. J'aimerais bien faire un stage avec eux là-dessus, parce que j'étais à une exposition de patchwork à Sainte-Marie-aux-Mines en septembre. C'est la plus grosse exposition européenne du patchwork, en fait. C'est D'accord. incroyable. Enfin, c'est un peu perdu dans les montagnes, le cadre est magnifique. Et en fait, il y a plein d'endroits dans la ville avec des expositions de patchwork qui viennent du monde entier. C'est incroyable. Et j'ai vu notamment l'exposition d'une femme, alors je me souviens plus de son nom, qui est américaine, Ouais. qui ne fait que des reproductions, donc en tissu, en patchwork et après quilté, Ouais. de menhirs et de vieilles pierres en Bretagne et en Écosse. Eh ben. Mais c'est des trucs qu'elle a jamais vus. Elle fait ça à partir de photos. D'accord. Et quand on les voit, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que le moindre travail, le moindre lichen, enfin, il y a des teintes mauve, rose, grises, bien sûr, mais pas que. Il y a du ocre, il y a du vert pour faire la mousse. Enfin, c'est très riche. Et en fait, elle teint son tissu et Ouais. après, elle reproduit des photos de pierres, de menhirs à l'autre bout du monde, quoi. Qu'elle a jamais vu. D'accord. Alors la démarche peut paraître incongrue, mais en fait, moi je trouve ça génial. Enfin, c'est-à-dire que c'est la liberté qui est possible avec ce médium-là qui est le tissu. On l'imagine pas, entre guillemets, enfin moi je sais que je l'imaginais pas en tout cas, quand Ouais. j'ai commencé à me coudre une jupe, quoi. Et ce que tu dis est intéressant, en fait, tu as utilisé un petit mot là en disant elle teint ses tissus. Je pense que justement, il peut y avoir quelque chose d'assez chouette de réutiliser un vieux drap ou des choses comme ça et de penser à teindre ses tissus et de réutiliser, de jouer encore plus avec les couleurs et donc pousser le travail des couleurs avec tout ce qui est fleurs de teinture naturelle. Je pense, Mm. il y a un livre assez génial qui vient de sortir. Celui de Maison Septembre. Oui, c'est ça. Ouais, il est magnifique. Je l'ai vu, il est trop beau.
il y a entre autres toutes les plantes qu'on peut trouver chez soi, et donc localement, et donc il y a le travail de Doriane Chagot-Mansuy, donc qui est connue sous Maison Septembre, qui s'appelle Plante Tinctoria pour teinture naturelle, et donc c'est classé par plantes à l'intérieur, donc les plantes qui sont dans votre jardin, que vous trouvez quand vous allez faire vos balades, et ben ils peuvent vous permettre de faire plein de teintures, donc ça peut être un complément à ce travail sur le patchwork qui est assez chouette, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, le livre, là, c'est un très très bel objet. Je l'ai feuilleté à sa sortie. C'est super. Il est très très beau et très complet. Exactement. Après, je te rejoins tout à fait. Et il y a aussi autre chose qui m'a traversé l'esprit quand on parlait de teinture, justement. Ouais. C'est que le patchwork moderne, avec par exemple des dégradés de couleurs qu'on peut voir qui sont assez saisissants, en fait. Des dégradés très tranchés ou quelque chose avec des teintes très précises, très tendues, ce qu'on va voir. C'est aussi possible parce que il y a une industrie du tissu patchwork qui s'est créée aux États-Unis. Et oui, tout à fait. Je voulais en parler avec toi. Parfait. Parce qu'en fait, on a un accès maintenant, je dirais. Alors en France, c'est moins le cas, même si on peut trouver quand même, voilà. Mais aux États-Unis, ils ont un accès, mais la moindre teinte en fait qui existe, comme on achète une peinture, même sinon parce qu'on peut faire des mélanges, donc c'est pas tout à fait. Mais comme on peut acheter un tissu, enfin voilà, ou des crayons. En fait, la moindre teinte peut être achetée en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on a à disposition. Mais à l'époque, c'était pas le cas, bien évidemment. Donc ça limitait aussi beaucoup plus, même je pense, les teintes et les couleurs dominantes des quilts. Comme au Japon, il y avait beaucoup d'indigo. Bon voilà, eux ils faisaient avec les habits qu'ils avaient et les teintes d'habits qu'ils avaient, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment rendu possible avec des jeux de couleurs. Je pense notamment des dégradés, des choses comme ça, grâce à l'industrie en fait et à un business de tissu qui est un marché énorme aux États-Unis, beaucoup plus grand qu'en France. Et donc justement, comme c'est quelque chose qui est assez commun et réputé, donc il y a vraiment un business sur ça, il y a des gens en fait qui créent des collections spécifiques au patchwork. Moi, je suis plusieurs créatrices, que ce soit de l'accessoire, du vêtement, qui sont dans la création de motifs et qui créent justement un ensemble, une collection vraiment, et à chaque fois c'est créé sous forme de collection, d'où la possibilité de créer des choses dans des teintes de couleurs avec des dégradés, des motifs, des choses comme ça, des unis. Et voilà, et donc il y a tout un travail graphique aussi sur le choix des motifs, le choix des couleurs. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est très inspirant et même qui est très reposant. C'est-à-dire que on va avoir des collections, comme tu l'expliques bien, qui vont être plutôt la vision d'une créatrice, d'une artiste, mais qui peuvent être aussi la patte d'un fabricant. Ouais. Je pense à Tula Pink par exemple, qui utilise des couleurs très vives, avec du magenta, du fuchsia, enfin qui a des couleurs assez qu'on reconnaît d'assez loin généralement. Ouais, c'est comme alors si vous êtes plutôt couturière, si vous nous écoutez, Riffle Paper Co avec ses fleurs, ils ont en couture vêtements, on les connaît entre guillemets pour ça, mais c'est vraiment l'apanage de tout leur catalogue qui est aussi des choses de la maison ou de la papeterie et des vêtements et des fringues, mais ils ont toute une collection aussi avec des motifs et des collections patchwork aussi. Oui, ou Liberty par exemple. D'accord. Qui a une gamme de tissus plutôt orientée, enfin qui est pour le patchwork. Et donc là, on va avoir des choses qui sont avec des faux unis, des couleurs qui correspondent dans les collections justement aussi pour pouvoir être utilisées avec des unis, des choses comme ça. C'est vrai que ça permet aussi pour la pratiquante de patchwork, la patcheuse, de se reposer en fait finalement, parce que des fois on a des stocks de tissus qui débordent et ça veut pas dire qu'on a toujours la bonne couleur pour autant. Suivant si on l'a imaginé comme ça ou si on le fait comme on y va, quoi. De là, moi j'ai une question, c'est je sais que tu l'abordes à plusieurs endroits, la question du tissu. Donc comme on l'a dit, de par son histoire et au fil du temps, on a utilisé ce qu'on avait sous la main principalement. On n'était pas en mode je vais
acheter du tissu pour créer le patchwork, on utilise ce qu'on a pour faire du patchwork. Aujourd'hui, vu que c'est devenu plus un passe-temps, un plaisir, etc., on va acheter du tissu donc pour faire du patchwork, d'où ces collections spécifiques. Et quelle est la particularité de ce tissu au-delà de la question des couleurs et des motifs, etc., et de la cohérence, par exemple, dans une collection, la matière, vraiment? Alors au niveau de la matière, donc le coton spécial patchwork, tout simplement, c'est une très bonne qualité de coton. En fait, les exigences de qualité sont très élevées. C'est aussi ce qui permet d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. On D'accord. parlait de transmission tout à l'heure. Oui. Par exemple, moi, si je veux faire un cadeau de naissance, je vais essayer d'utiliser quelque chose qui va durer, qui va être un peu plus solide, qui va moins se déformer, qui va pas forcément déteindre. En fait, le patchwork, c'est quand même, ça peut prendre très longtemps. Ça peut être plutôt rapide, mais ça peut prendre quand même plus de temps que se coudre une jupe ou de faire un petit accessoire. Oui. Enfin voilà, il y a plus de temps de réalisation. Et donc, généralement, on n'a pas envie de jeter ce temps de réalisation à la poubelle. Et donc, le coton patchwork permet d'être sûr que, par exemple, ça va pas déteindre. Alors après, on fait avec le budget ce qu'on a et la récup, ça marche aussi. Hein. Je suis pas là pour prêcher absolument le coton patchwork. Mais c'est vrai que sa particularité, c'est d'être travaillé pour ne pas déteindre. Ouais. C'est les fibres de coton les plus longues qui sont utilisées aussi. D'accord. Et donc en fait, elles sont plus uniformes que les autres fibres de coton. C'est-à-dire que quand on regarde du coton patchwork, il est très lisse, il est doux, il est pas très souple, il est un petit peu rigide parce qu'il y a un apprêt qui permet de le travailler aussi beaucoup plus simplement quand on assemble. Il glisse pas, par exemple, ce qui est très agréable en fait à travailler. Et alors question, on les lave avant ou pas? Bah normalement il n'y a pas besoin. D'accord. Et notre travail va pas réduire quand on va le laver? Un petit peu, mais en fait c'est pas trop grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte comme pour la viscose, tu vois. C'est Après, il y a le matelassage qui va permettre de tenir en place tout ça. Et en fait, quand tu vas le laver, ça va créer des petits plis. D'accord. Et donc, c'est ça aussi qui va faire l'aspect... Il y a pas de mot pour crinkles en français. Des plis, on peut dire des ridules. Des ridules, ouais, voilà, les rides du quilt, en fait. Après, ça dépend aussi du fil utilisé. Là, on rentre un peu dans la technique, mais... Non, vas-y. Par exemple, si on utilise moi, je sais que j'utilise beaucoup de fil en polyester. Ouais. Parce que j'ai des stocks énormes de fil en polyester. Donc j'utilise avec ce que je... Enfin voilà, j'utilise principalement ça. Après des fois, des fois je peux utiliser du fil en coton parce que ça se voit un petit peu plus, il est un peu plus épais, je veux faire un effet, des choses comme ça. Ouais. Mais ça vraiment, ça dépend en fait. C'est-à-dire que la réaction du fil par rapport à la réaction du tissu va aussi plus ou moins donner ces petites ridules, ces petits plis sur le quilt. Par exemple, le coton va forcément se resserrer un petit peu. Et donc, si on utilise des fils en coton, et ben en fait, les fils vont avoir la même réaction que la matière. Tout à fait. Donc, ça va moins tendre en fait le coton. D'accord. Alors que par exemple, du fil en polyester ne va pas réduire. Donc, il y aura un aspect, enfin, il va un peu plus tendre le tissu. Et donc, en termes de bonne pratique, par exemple, utiliser du fil en polyester, c'est pas bien vu par tout le monde parce que ça peut impacter en fait la tenue dans le temps. Et en termes de bonne pratique, souvent, on recommande d'utiliser du fil en coton, par exemple. D'accord. Et comment est-ce qu'on... Rentrons un peu dans la technique. On a besoin de quoi pour faire du patchwork? J'ai envie de dire une paire de ciseaux, un fil, une aiguille. Mais si on se lance un peu, est-ce qu'il y a quelques outils que tu recommandes? J'ai ma petite idée, mais je te laisse dire. Oui, il y a des outils, il y a des outils qui font quand même gagner du temps. En fait, en soi, on peut tout faire avec presque tout faire avec les fournitures de couture de base qu'on a quand on fait des vêtements. Mais il y a des choses qui font vraiment gagner du temps et qui améliorent aussi la qualité finale du projet. D'accord. Je pense notamment à tout ce qui va être couper son tissu. D'accord. Si on réussit à bien couper son tissu aux bonnes dimensions, franchement, c'est gagné à 90%, quoi.
Enfin, c'est beaucoup moins de prise de tête, votre truc ça va bien tomber et tout. Enfin, c'est vraiment la partie, vu que c'est de la géométrie, c'est vraiment la partie la plus importante. Et forcément. Donc du coup, un tapis de coupe, un cutter rotatif, qui demande un petit peu de prise en main au début. Ça change des ciseaux, mais ça fait vraiment gagner du temps. Et en plus, sur la couture d'accessoires, après, moi, j'utilise plus que ça, du coup, parce que dès que je dois faire des rectangles, je sors plus mes ciseaux. Oui, bah oui, au moins on est sûr qu'on a un vrai rectangle. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Puis c'est net, enfin voilà, y a pas de souci avec Et ça. comment on fait pour suivre les lignes? Et ben avec une règle de patchwork. Bien sûr. Et quelle est la Je l'ai gardée pour la fin. Et quelle est la particularité d'une règle de patchwork, me direz-vous? Alors, une règle de patchwork, c'est un outil formidable. On peut en avoir des centaines, c'est incroyable. Non, pardon, ça c'est la collectionneuse compulsive qui Elle parle. s'emballe. En fait, les règles de patchwork, donc elles sont plus épaisses que les règles. Par exemple, je pense à la règle japonaise qu'on a tous pour marquer les patrons, etc. Voilà. Et je vous conseille de ne pas utiliser votre cutter rotatif et votre règle japonaise, sinon un jour vous n'aurez plus de règle japonaise. Absolument. Merci de Voilà. rebondir parce que c'était exactement pour ça que je la mentionnais. Oui, tout à fait. En fait, une règle de patchwork, enfin, si vous vraiment, en fait, le cutter rotatif ne s'utilise qu'avec une règle de patchwork C'est ça. si vous voulez être efficace et ne pas abîmer ni votre tissu, ni votre règle, ni vos mains, parce que ça peut déraper. Oui. Donc la règle de patchwork, en fait, elle est plus épaisse. Elle est en acrylique, donc en plastique, et en fait, elle permet de guider le cutter rotatif. Du coup, avec l'épaisseur, l'épaisseur de la règle, ça permet de guider la lame en fait, Tout à donc fait. d'avoir quelque chose de droit. Et Alors, rigide. et rigide, tout à fait. Alors après, il y en a plein. Vous pouvez en avoir en centimètres, en inch, parce que le inch, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le patchwork, ça ne se fait pas en centimètres la plupart du temps. Et pourquoi? Ah bah parce que tous les fabricants sont aux États-Unis. Voilà, simple, efficace, merci à eux. Alors pas que, non, parce que aussi les blocs étant américains et anglo-saxons, ça reste quand même une des bases du patchwork, même moderne, de travailler en bloc, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, et franchement, on s'y fait. Et maintenant, si je dois revenir au centimètre, enfin, je sais que par exemple le livre là de patchwork que j'ai réalisé il y a peu de temps est en centimètres parce que c'est le choix de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on peut pas demander aux gens de racheter un set entier et de se convertir à une nouvelle mesure. Enfin, moi, je trouve ça compliqué D'accord. comme pour les débutants. Mais à part ça, sinon, moi je sais que je fais tout en inch parce que en fait c'est beaucoup plus simple quoi. Une fois qu'on a pris le pli, franchement c'est pratique. Bon. Ton inch il est divisé en 4, t'as un quart, un demi, trois quarts. Pas de 6,6, 8, 9, c'est beaucoup plus simple en fait. Ok. Après on en trouve aussi en centimètres, donc tout le monde peut en trouver facilement, il n'y a aucun souci avec ça. Après il y a toutes les tailles, c'est-à-dire que ça peut aller de la toute petite pour faire des tout petits carrés, ça peut aller pour faire des formes très spécifiques. Par exemple, pour faire des hexagones, par exemple, pour faire des triangles d'une certaine forme. Il y a vraiment il y a vraiment une profusion de règles. Mais bon, la plus simple pour débuter, C'est un rectangle, quoi. c'est un rectangle, soit la 6 par 12 inch, soit une 6 par 24. Après, j'ai pas fait la conversion en centimètres, mais moi, c'est ce que j'utilise le plus. Ouais, bah, je crois que ce que j'ai, ça doit être ça. Ouais, si vous cherchez, vous trouverez, mais Mm. en fait, c'est la taille du tapis, en fait, à peu près. Enfin, la hauteur du tapis, quoi. Oui, bah là, pour le tapis, franchement, le plus grand possible, hein. Parce que c'est quand même plus simple. Et donc, pour les triangles, ça va s'utiliser comme une empreinte, en fait. On fait le contour. C'est ça que tu veux dire? Euh... Quand tu parles de Ah oui, triangles, pour les d'hexagonaux. triangles. Alors, non, pas tout à fait. En fait, il y a une technique de coupe dans le patchwork qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on va partir de bandes. Oui. Par exemple, mettons que mon triangle a une base une certaine hauteur. Mhm. Et donc, en fait, je vais faire une bande de la hauteur de mon triangle. Donc, je vais couper vraiment une longue bande avec ma règle. Et après, dans cette bande, je vais venir, en fait, positionner ma règle dans le bon sens de la hauteur, en fait, de mon triangle. Et je vais venir, en fait, couper mes triangles. Donc, je vais pas faire tout le tour. C'est pas comme un pochoir. D'accord. C'est plus... C'est des triangles qui sont agencés les uns contre les autres et donc avec des diagonales, on va se trouver avec tous nos triangles. Ouais, exactement. Il y a vraiment une logique, en fait, d'économie du tissu. Au niveau de la découpe du patchwork, par exemple,
si je dois couper, je sais pas moi, 50 carrés, je vais pas m'amuser à faire 50 carrés. Non mais c'est Mais non mais oui, non, mais t'as raison. je le dis parce que c'est important, parce que ça peut faire peur. Et je sais que j'ai donné un atelier il y a pas longtemps au CSF à des débutantes. Génial. Et en fait, ça leur faisait... Ouais, c'était super intéressant. Et justement, de voir un petit peu les questions et ce qui revenait. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses de leurs questions. Et notamment sur les carrés, tu sais, avec 2 triangles Tout à fait. à l'intérieur. Donc, enfin, voilà. Les... Et en fait, elle me disait, mais c'est des toutes petites pièces. Comment on fait pour découper les triangles rectangles et après les assembler? Et en fait, il y a une technique très simple qui est que, en fait, on le fait pas. C'est-à-dire que on coupe une bande, on découpe des carrés à partir de cette bande-là, et après, on assemble les carrés. Et avec une technique qui est très simple, en fait, on finit par avoir des carrés qui sont composés de 2 triangles. Mais on s'embête pas à tout découper, en fait. Ouais. C'est vraiment une logique à acquérir qui vient avec la pratique, qui vient aussi avec quelques supports utiles vraiment pour la coupe. Et puis après, ouais, ça vient avec l'habitude, quoi. Et puis, mais du coup, pour revenir à ta question de base, vraiment, ouais, le cutter, la règle, la table de coupe, des crayons qui peuvent marquer aussi parce que qui marquent le tissu mais temporairement. Ouais. Alors le friction ou d'autres. Ça après chacun fait ses tests. Moi je sais que le friction je fais attention mais parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises mais après chacun enfin ça dépend. Je sais qu'il y a des stylos qui s'effacent à l'eau aussi en patchwork qui sont très pratiques pour marquer en fait le Oui, quilting, le on passage peut, de l'aiguille. on peut faire des tests, mais il y a tout ce qui est crayon pour enfants, en fait, les feutres à l'eau. Il y a des tests à faire, mais ça peut marcher parfois. Oui, il paraît. Alors moi j'ai jamais osé mais on en a Moi non parlé. plus, enfin, j'ai pas eu l'occasion, mais je sais que j'ai vu des gens essayer et faire des tests justement, et que ça marchait plutôt pas mal. Alors ça dépend aussi de la couleur de votre tissu, hein, donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer à chaque fois. Après, je sais qu'il y a il y a des stylos aussi spécifiques qui s'effacent à l'eau très bien, qui sont faits pour marquer justement le quilting, qui se trouvent, je crois que Bohin en fait par exemple, qui se trouve en mercerie un peu partout. Ouais. Et c'est une alternative aussi aux frictions moi je sais que sur les tissus foncés, j'utilise plus de friction par exemple parce que surtout sur ce qui va être visible, j'ai eu des petites, des petites mauvaises surprises. Ah, zut. Ouais, pareil. Bon, et tu as évoqué, au détour d'une phrase, que tu avais écrit un livre. Comment ça? Raconte-nous. Oui, oui, c'est vrai. Euh, donc début 2022, Ouais. donc Patchwork débutant avec quelques mois, j'ai été contactée par les éditions de Saxe pour écrire un livre sur le patchwork parce qu'en fait ils étaient en train de préparer une collection pour les débutants globale, donc avec du tricot, de la broderie, de la couture Ouais. et du patchwork et du crochet et du patchwork. Et donc ils cherchaient quelqu'un qui fasse du patchwork moderne. Eh ben, ils ont Et, tapé à la bonne porte. et bah oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, on a commencé à discuter. Moi, je m'attendais pas du tout au début. En fait, enfin pour l'anecdote, quand Marine, du coup, la responsable du projet m'a appelée la première fois, je crois que c'était une blague. J'étais là, bon, mais vous êtes qui? Mais vraiment, moi? Comment ça? Comment ça? Vous êtes pas trompé? Mais non, non. Donc on a commencé le projet. On a commencé le projet en février-mars et puis là, du coup, il est pré-sorti sur le CSF. Ouais. Il devait sortir en novembre. Bon, il y a eu quelques petites complications globales en ce moment qui font que le papier, voilà. Ouais. Et donc, du coup, il sort le 16 janvier. Donc, ça s'appelle Apprendre le patchwork en 10 leçons. D'accord. Et donc, c'est vraiment un manuel pour grands débutants qui s'intéressent au patchwork, qui ne sait pas trop comment ça fonctionne, qui cherche des petits projets qui soient utiles. D'accord. Donc il y a 10 projets en fait dans ce livre. Ouais, il y a 10 projets, il y a 10 leçons techniques. Et donc, en fait, chaque leçon se réfère à un projet. Donc, les projets sont de plus en plus compliqués. Ouais. Ils sont accompagnés à chaque fois par une leçon. Il y a des vidéos aussi via des QR codes dans le livre, donc ça permet aussi de montrer la technique autre que par des photos, Très ce qui est bien. un bon complément, je trouve. Ouais. Donc c'est moi qui l'a fait, la technique. Donc vous me verrez faire les trucs en live. Très bien. Et je l'ai vraiment pensé en se disant, ok, on est sur du patchwork moderne, peu de gens ont le temps de faire une couverture gigantesque directe. Enfin,
On peut le faire parce qu'on a envie, parce qu'on en a besoin, etc. Mais pour appréhender et pas se dégoûter, je trouve que c'est pratique en fait de commencer par des projets qui soient utiles. Oui. Quand on commence une technique, on a souvent envie de faire quelque chose qu'on peut porter, qu'on peut utiliser assez rapidement finalement. Et donc du coup, il y a des coussins, il y a un sac, il y a une petite déco d'intérieur, mais qui est pas gigantesque, mais qui a, tu vois, la taille d'un cadre. Ouais. Il y a aussi, alors il y a un grand format, c'est-à-dire un plaid assez grand. Donc ça, c'est le projet final. Ouais. Il réunit un petit peu, finalement, une grosse partie des techniques qu'on a vues. Il y a un jeté de lit aussi, Ouais. façon un petit peu édredon, où on improvise des courbes. Là aussi, ça permet de voir un peu l'improvisation, comment ça se passe, sortir un petit peu en fait des blocs. Moi, j'utilise très peu de blocs dans le livre en fait. Non pas que j'aime pas ça, parce que j'en utilise après pour certains designs, je trouve ça très pratique. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de donner les bases pour qu'après chacun puisse un peu puiser finalement son inspiration et la technique vient au service de l'inspiration. D'accord. Et donc l'idée, c'était pas de faire quelque chose qui soit trop technique avec trop de règles et trop de bonnes pratiques, mais plutôt de rendre ça accessible et de dédramatiser un petit peu, parce que je sais que beaucoup de personnes me disent ah, j'ai envie d'essayer mais ça me fait peur. Et est-ce que tu reparles justement des matières, du matos, etc. Oui, bien sûr. Oui, tout ça c'est abordé au début du livre. Et tu l'as fait toute seule, ce livre? Alors non, pas du tout. Ça c'est sur la partie technique. Donc moi j'ai fait 5 projets, Ouais. mais Sur j'ai été 10? sur 10 exactement. Mais j'ai été accompagnée Accompagnée? Ouais. euh, par 5 créatrices. Donc certaines sont expertes en patchwork et connaissent très bien le sujet. Je pense à Alice de Blossom Quilt and Craft Ouais. et à Donna de Fil Volant, Ouais. qui tiennent toutes les deux des boutiques, des merceries de patchwork par ailleurs. D'accord. Et aussi, j'ai été accompagnée par 3 autres créatrices, donc 2 françaises, je pense qui sont assez connues en France. Donc il y a Julie de Blooming Sewing Oui, qui était et sur le podcast il y a quelques semaines. oui, tout à fait, et Pauline de Paul et Paulette. D'accord. Euh, En fait, je les ai contactés parce que je savais que soit j'aimais bien leur univers, je pense à Julie que je suis depuis longtemps, Ouais. soit Pauline, je la suivais aussi depuis longtemps et j'avais vu déjà que elle avait fait du patchwork, enfin qu'elle avait une sensibilité vis-à-vis de ça. D'accord. Oui, bien Et, sûr. Dans et son donc univers, tout à fait. je trouvais ça intéressant d'en discuter avec elle. Et la dernière créatrice, qui est Marouchka, qui est une créatrice russe, qui elle pour le coup fait beaucoup d'accessoires et a édité aussi un livre aux éditions de Saxe d'accessoires patchwork D'accord. et donc qui fait du patchwork moderne très sympa avec beaucoup d'appliqués, donc qui venait expliquer la technique des appliqués justement avec son savoir-faire. Je trouvais ça intéressant de l'inclure pour cette partie-là. Génial. Voilà. Et donc l'objectif aussi, donc toute la collection, il y a des contributrices. Donc c'est pas mon idée, hein. Enfin c'est pas moi qui me suis dit bah tiens cool, on va faire une grande fête du patchwork. Cela dit, non mais je préfère le préciser. Mais cela dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça permet aussi de montrer que c'est assez accessible. C'est-à-dire que voilà, elles sont très compétentes en couture toutes les deux. Je pense à Julie et Pauline. On a déjà toutes vu des réalisations de leur part. Elles font des très belles choses. Mais en fait, elles connaissaient pas le patchwork, mais elles ont pu faire des modèles. Elles ont eu de l'inspiration. Julie a fait un modèle pour customiser une veste en jean, Ouais. qui est super. Pauline a fait une pochette en patchwork qui est super aussi. Et voilà, c'est des choses en fait qu'on peut intégrer dans sa pratique de couture et je trouvais ça super intéressant d'avoir leur vision des choses par rapport à ça. Oui, ça mixe les points de vue, quoi. Ouais, tout à fait. Et t'as eu une idée un peu folle et un peu géniale pour le lancement du livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors en fait, ouais, ça m'est venu. Je crois que j'étais en voiture en train d'aller faire mes courses ou sous la douche. C'est généralement ce Je genre me sens d'idée. moins seule. Généralement, ce genre d'idée, ça arrive à ce moment-là. En fait, donc, comme je disais tout à l'heure, le lancement du livre a été repoussé de 3 mois. Pour des raisons extérieures, enfin à la maison d'édition, enfin c'est arrivé comme ça. Et en fait, je me suis dit bon, bah là on a 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que autant profiter, en profiter pour organiser quelque chose, parce que bah tant qu'à faire, voilà, autant en faire quelque chose en janvier. Et donc je me suis dit bah je vais organiser un quilt long. Donc un quilt long, c'est un format qui existe, qui est très fréquent aux États-Unis. C'est pas moi qui l'ai inventé.
qui est en fait de prendre un patron de patchwork et d'en faire une partie ensemble, donc notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, ça peut être par mail, ou ça peut être en vrai avec des copines. Après voilà, le format, là c'est les réseaux sociaux, notamment Instagram, et en fait de faire une partie par semaine et à la fin d'avoir en fait tout fini son projet en même temps, ce qui permet de bénéficier un peu de l'effet de groupe et puis d'être inspiré, de voir ce que les autres font, d'échanger, de poser des questions, de partager en fait cet instant-là ensemble. Donc c'est des mini-blocs en fait que tu as créés. C'est des gros blocs que j'ai créés. Des gros blocs, pardon. Non, parce que justement, vu que c'est pour les débutants, j'ai fait des gros trucs. Parce que plus c'est petit, plus c'est compliqué. Donc je me suis dit, on va partir sur des blocs donc c'est 10 inches c'est 10,5 par 10,5, donc je sais pas combien ça fait en centimètres, mais au final, ça va faire 80 cm par 80 cm au niveau du projet. D'accord, super. Ouais, ça c'est des blocs de 25 par 25 cm. En fait, l'idée, du coup, c'est de prendre une leçon. Donc on commence par les premières, on y va de façon de difficulté progressive en fait. Prendre une leçon par semaine avec généralement en moyenne c'est 2 blocs qu'on va pouvoir faire en utilisant la technique de la semaine. D'accord. Donc ça commence par assembler des bandes, après assembler des carrés, après avec différentes techniques, après assembler des triangles, ensuite c'est des courbes, ensuite c'est les appliquer. Et ensuite, mince, je crois que j'en ai oublié un. Alors, coudre des bandes, coudre des carrés, coudre des triangles, coudre des coudre des courbes, pardon, faut le dire très vite, coudre des appliqués. Ah oui, c'est ça. Et après, la dernière semaine, c'est le rattrapage. Voilà, ou si on a besoin, ou alors juste on assemble ces blocs, on se demande de prendre des photos, voilà. Il y a des semaines forcément des choses qui prennent un petit peu plus de temps, on a moins de temps, donc voilà. Ça permet de faire la semaine un peu d'atterrissage du projet. Et donc, à l'heure où vous écouterez ce podcast, ça aura commencé depuis une semaine. Ouais. Et donc, il y aura toujours de quoi rattraper. Bien sûr, oh oui, tout à fait. Donc oui, ça s'appelle 6 semaines pour apprendre le patchwork. Je précise parce que j'avais oublié de parler du nom. Bon, et si à ce jour d'écoute, on a envie de s'inscrire, est-ce que on peut rattraper? Et si on découvre le podcast dans 2 mois, comment ça se passe? On peut toujours aller avoir le motif et les infos? Alors, si vous prenez en cours de challenge, tout à fait, c'est tout à fait possible. Il y a un lien d'inscription en fait qui se fera par mail. Ou après, moi, j'envoie toutes les informations par email. Donc on peut retrouver les infos où ça? Sur mon profil Instagram et sur mon site internet. Très bien. Où en fait, je mettrai les informations petit à petit. Et si vous vous inscrivez en cours de route, vous aurez l'historique avec des liens qui sont réservés aux personnes qui s'inscrivent, mais où vous pourrez venir récupérer les patrons en fait petit à petit. Super. Après, si vous découvrez le podcast après, l'idée c'est ensuite, je pense que le patron sera payant sur mon site au bout d'un certain temps. Je vais laisser le temps à chacun de récupérer les patrons si besoin, etc. Mais après, il sera plus accessible librement. Très bien. Ça sera un petit projet pour découvrir qu'on pourra acheter directement sur ton site. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais proposé des kits en fait de tissus si on a envie de se faire complètement guider. Oui, alors après ça c'est de l'édition limitée, c'est une première. C'est les premiers produits physiques que je commercialise avec Patchwork Débutant. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de tester et puis de proposer ça aussi aux débutants, vraiment de leur proposer quelque chose de clé en main s'ils ont eu un coup de cœur pour le design du modèle. Parce qu'en fait, les couleurs que j'ai utilisées dans le modèle ce sont celles qui sont dans le kit. Très bien. Donc on peut le reproduire à l'identique en utilisant le kit. Par contre, comme je disais, j'en ai un nombre limité, donc je pense que au démarrage une semaine après le démarrage, je pense qu'il n'y en aura plus. C'est peut-être quelque chose que tu referas plus tard ? Peut-être. Je suis en train d'explorer un peu les pistes avec ça. J'ai pas pour projet de faire de mon métier principal patchwork débutant. D'accord. Donc j'ambitionne pas d'en faire ma source de revenus principale. Je veux toujours continuer à proposer du contenu gratuit, ça c'est clair. Patchwork débutant, je le pense vraiment comme un peu un endroit où on vient piocher des infos, suivant ses besoins, suivant sa curiosité sur le patchwork, avec ma vision des choses, mais aussi des sources, avec pas que moi, aussi des invités, comme j'ai fait pour le livre par exemple. Ouais.
Et donc il y aura du gratuit, mais j'aimerais bien proposer aussi peut-être des box, des choses comme ça, mais des formats un peu concept, c'est-à-dire pas forcément des choses ouvertes tout le temps dans le temps, à part sur les patrons, où je pense que là il y en aura, enfin c'est même sûr, il y en aura d'autres courant 2023, et certains seront gratuits et d'autres seront payants, ça va dépendre des formats. Ok. Ah, pour clore un petit peu ça, je voudrais revenir juste sur le fait que tu disais à quel point le patchwork moderne est aussi venu du développement du design et des outils numériques. Je sais que tu proposes des outils de design, etc. L'importance de ces outils numériques aujourd'hui, toi, c'est quelque chose que tu utilises? Ça dépend, ça dépend. Si je fais à partir de mes chutes, par exemple, j'en utilise pas forcément. Pour de la conception, c'est quand même très pratique. C'est vrai que Ouais. ça fait gagner du temps. Et on parle de quel logiciel, en De quel fait? logiciel? Alors en fait, il y en a plein. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus sur Instagram, donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de les recenser. Donc toutes celles que enfin tous les outils en fait dont je parle en story, vous pouvez les retrouver sur mon profil. Ils sont épinglés à la une. Ouais, Ça s'appelle Outils Design. tout à fait. Mais en fait, oui, il y en a plein. Il y en a qui sont faits pour les concepteurs de patrons de patchwork parce que c'est vraiment c'est un business aux États-Unis, donc très vite il y a des outils qui sont construits pour aider. Enfin voilà. Ouais. Donc comme dans tous les business, il y a des logiciels qui ont été créés. Donc ça c'est, moi j'en utilise par exemple, j'ai utilisé ça pour le quilt long parce que ça me permettait d'harmoniser très rapidement en fait des choses et ça m'a fait gagner pas mal de temps plutôt que devoir imaginer, faire les calculs, et après, ensuite, les reproduire, et puis tester, et puis ajuster. Enfin, ça fait gagner des temps, et ça permet aussi de tester des palettes de couleurs. Je Ouais. pense que, notamment, quand on veut des choses très précises, vu qu'on a accès aussi à des palettes de couleurs qui sont très larges, ça permet d'aider à faire des choix. Mm. Il y a aussi le budget, parce que le budget, parce que le tissu patchwork, en fait, mine de rien, ça a un coût. Ouais. Le coût est plus élevé que du tissu qu'on va acheter chez Mondial Tissu. Alors après, on met ce qu'on veut derrière le coût. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il y a la qualité, il y a la provenance, il y a la fabrication, il y a le coût environnemental. Enfin voilà, tout ça est à prendre en compte. Mais c'est vrai que si on compare les coûts, le tissu patchwork est plus élevé. Donc, avant de choisir des métrages et de couper dedans, c'est bien de pouvoir C'est checker ça ça. avant. Faisons le point. C'est ça. Est-ce que ces deux couleurs vont vraiment ensemble ou pas? Et si on veut acheter des collections de patchwork, enfin des tissus, de collections de tissus de patchwork dans l'ordre, est-ce que tu as donc tu as évoqué 2 personnes qui sont collaboratrices sur ton livre et Ouais. qui ont des boutiques spécifiques au patchwork. Est-ce que tu pourrais les citer et est-ce qu'il y a d'autres lieux où en France on peut acheter à ta connaissance comme ça rapidement, en plus de peut-être une proposition locale à côté de chez chacune, mais Oui, alors en collaboratrice sur le livre, moi c'est des boutiques où j'achète régulièrement en plus. Donc il y a la d'accord, boutique d'Alice qui s'appelle Blossom Quilt and Craft, qui fait des très jolies choses, qui propose des kits, qui distribue la marque Art Gallery Fabrics qu'on retrouve beaucoup sur internet tout aux à fait. États-Unis, qui a une très belle collection d'unis, mais qui propose aussi des collections très jolies. Il y a aussi Donna de chez Fil Volant Patchwork, ça fait pas très longtemps qu'elle a monté sa boutique et elle propose d'autres marques, ce qui est intéressant. Et donc elle propose des marques qu'on retrouve peu en France, je trouve. Donc j'achète aussi parfois chez elle. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur sur les imprimés parce que j'en achète pas beaucoup. Mm-hmm. Après, au niveau local, autour de chez moi, j'ai pas vraiment de boutique patchwork. Est-ce que on retrouve des collections dans les magasins type Mondial Tissu, des choses comme ça, Euh, Mercerine et compagnie? Alors, pas à ma connaissance. Chez Mercerine, c'est sûr que non. Parce que pour le coup, les mercerines à côté de chez moi, j'y vais souvent pour d'autres raisons et il y en a pas. D'accord, Ça reste des tissus de niche en fait. Donc pour des grosses machines comme Mercerine, etc., je pense que c'est pas intéressant pour eux. Peut-être parce d'accord. qu'on leur pose pas la question aussi, c'est possible. On leur Euh, fait un appel. non mais c'est vrai, tu vois. Tout à fait. Voilà, s'il y a personne qui demande, bon bah voilà. Après, puis après il y a des petites boutiques indépendantes qui font ça très bien. Donc voilà. Oui, tout à fait. Chacun son job. Exactement. Après, je crois qu'il y a du tissu patchwork chez Mondial Tissu.
mais moi c'est pas mon style. Je me souviens que j'en avais vu. Bon, je crois que c'est pas très moderne. Alors, après, ils ont peut-être changé de style au moment où je parle, mais de mes souvenirs, c'était pas trop le cas. Donc non, au niveau des collections, après, je pense que j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de boutiques qui s'ouvrent, donc ça c'est chouette. Il y a plus de choix petit à petit. Ouais, faire ses recherches, quoi. Ouais, faut faire ses recherches. Faut pas hésiter à demander aussi. À moi ou à d'autres créatrices, je pense qu'il y a, enfin voilà, faut pas hésiter à demander. Je sais que Ecolène à Rennes propose pas mal de choses. D'accord. Je suis pas allée encore trop acheter chez eux, mais j'ai vu qu'ils y rentraient pas mal de choses. Après, de façon locale, il y a plein de boutiques de mercerie en France en fait où il y a du tissu patchwork. D'accord. Mais elles ont pas forcément une grosse présence sur internet. Donc faut un peu connaître, les chercher. Faut pas hésiter à aller en boutique en fait pour aller demander. D'accord. Très bien. Et puis je me permets de dire aussi, c'est-à-dire que tout comme le crochet, le tricot, la broderie, qui renaissent aujourd'hui, enfin en tout cas qui prennent un nouvel essor avec les plus jeunes générations, il y a aussi parfois, en gardant simplement la technique et en changeant les imprimés et les coloris, et ben en fait ça change complètement, quoi. C'est là aussi que se trouve la modernité parfois. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des imprimés. Alors que Ouais. pourtant, le patchwork, c'est beaucoup des imprimés. Je sais pas. J'y viens de plus en plus, mais c'est compliqué. Et d'où les collections qui me rendent beaucoup service parce qu'au moins, j'ai pas à j'ai pas à me faire confiance pour le choix des imprimés. Je peux regarder les collections et partir de choses qui sont déjà préfaites. Donc, ça permet Ouais. aussi de travailler avec ça, de se simplifier la vie et puis d'analyser, en fait, aussi comment les collections sont construites. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que une des facettes du patchwork moderne aussi, c'est de travailler beaucoup des unis. Alors, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi de travailler des unis, de faire quelque chose qui est beaucoup plus épuré. Et Ouais. en fait, avec des unis, finalement, on le disait tout à l'heure, ça peut être des tissus qu'on a teintés soi-même, qu'on a achetés. Ça peut être des tissus, des tissus pas chers et de base parce que on a que ça à proximité ou parce qu'on a un petit budget, ou ça peut être de la super qualité en fait. Après ça c'est chacun fait comme il veut et comme il peut quoi. Oui, comme dans tous ces arts du fil, chacun Oui, fait au mieux avec ce qu'il a, quoi. ouais exactement. Et puis il y Et a une selon ses côté choix récup. et ses valeurs, quoi. Ouais absolument. Puis il y a un côté récup aussi qui est important parce que mine de rien, c'est aussi l'utilisation des chutes, le patchwork, enfin, c'est quand même très utile pour ça. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au patchwork, parce que j'avais des chutes qui ne rentraient plus dans mon armoire, donc il fallait en faire quelque chose. Alors, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai découvert que oui, effectivement, il y avait des chutes que je pouvais utiliser, mais que vu que je cousais à l'époque essentiellement de la viscose et du polyester, en fait, je pouvais pas vraiment les utiliser. Ouais. Donc voilà, après ça dépend si vous avez beaucoup de chutes qui sont plutôt du coton, du lin, enfin des matières qui se tiennent en fait, qui sont pas trop fluides. Ouais. C'est Bah, vous ça, en pouvez fait. tout à Mm. fait jouer avec. Ouais, sur des matières fluides, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Hein. Parce que même des chutes de double gaze, faire du patchwork avec de la double gaze, ça bouge tellement. Enfin, vous allez vous compliquer la vie. Et le rendu, il sera pas à la hauteur des efforts que vous y avez mis, quoi. Ouais. Donc, quand même faire attention au type de tissu qu'on utilise. Techniquement, ça Mm. reste quand même une cotonnade, quoi. Ouais, ouais. Et au poids des tissus aussi. C'est-à-dire que si vous avez de la batiste et Et du canevas. du canevas par exemple, bah ça va tirer, donc c'est pas forcément une bonne idée non plus parce que dans le temps, ça va vite fragiliser les coutures en fait. Eh ben, justement, comme on s'est posé plein de questions, je trouve que c'était hyper complet. Moi, j'ai adoré faire ce chemin, cette balade aujourd'hui avec toi, réfléchir à tous ces concepts, à toute cette histoire, à ces patrons, ces tissus, etc. Si on veut te retrouver pour continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi aussi j'ai bien aimé parler de ça avec toi. C'était intéressant de relier tous les concepts ensemble. J'avais pas forcément eu l'occasion de tout dérouler comme ça. Super. Alors vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sous le nom de patchwork-du-bas débutant. Ouais, Sur mon site aussi qui s'appelle patchworkdebutant.com. ouais. Tout attaché? Ouais.
Sur Facebook, mais j'y vais pas beaucoup. Mais il y a une page qui existe. Ouais. Et puis voilà, puis c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez me retrouver du coup en librairie. Cette phrase est surréaliste, hein, mais non, j'aurais pas dû la tourner comme ça, mais bon, c'est pas grave. Mais si. Donc avec le livre Apprendre le patchwork en 10 leçons aux éditions de Saxe, qui sort le 13 janvier. Très bien. Eh ben c'est génial. Eh ben écoute, un grand merci pour avoir répondu à mon invitation. Et puis je lance un appel à tous ceux, parce que j'ai rencontré une dame un jour qui m'a dit mais je couds beaucoup, mais comment je peux faire pour continuer à coudre, m'éclater et arrêter de me faire 150 vêtements. Et ben j'avais parlé des techniques de haute couture et j'espère qu'un jour on y reviendra ici sur le podcast, mais aujourd'hui j'avais envie de lancer cette piste du patchwork parce que justement sa version moderne et parce que je trouve qu'il y a tout un univers qui est lié au fil et à la couture mais qui est différent, et donc je trouvais ça chouette de faire ce voyage et d'aller découvrir tout ça. Et puis je me dis que comme certaines l'ont présenté dans ton livre, bah finalement ça peut être quelque chose qu'on apporte aussi dans nos vêtements, donc je souhaite à tout le monde de s'amuser. Et puis je crois que je vais essayer de suivre le Kilt Long avec toi. On est plusieurs, je crois, à s'être inscrites. Oui. Et puis écoute, longue vie à ton bouquin. J'espère vraiment qu'il va trouver son public et que tout le monde va s'éclater à faire du patch, quoi. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image, plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour cause et style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Cause en couture avec Mathilde et Marianne. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.